Donc, on va démarrer avec, je vous le disais, 25 à 30 minutes de présentation de cette AMI et plus généralement du projet qui est en cours de montage. Et ensuite, on fera le jeu des questions-réponses. Alors, je vous partage un petit diaporama. Est-ce qu'il s'affiche pour tout le monde? C'est tout bon? Ça Super. fiche très bien. Oui, c'est parfait. Donc les présentations, c'est fait. On va vous parler du projet en tant que tel pendant une dizaine de minutes. On s'attardera un peu sur l'appel à manifestation d'intérêt. Et puis ensuite, comme je vous le disais, 30 minutes de questions-réponses. Donc sur le projet en tant que tel, c'est un projet qui est vraiment focalisé sur la thématique de la restauration de la nature avec un objectif général qui est clair, c'est que le réseau s'implique encore davantage, parce qu'il s'implique déjà, mais encore davantage, dans la mise en œuvre du règlement sur la restauration de la nature au niveau européen et sa déclinaison française qui est en cours d'élaboration, qui est le PNRN, le Plan national pour la restauration de la nature. Et bien sûr, l'idée, c'est que, au-delà de ces deux documents cadres, le réseau s'implique et s'engage dans une dynamique de restauration de la nature. Je vous ai mis une petite illustration en dessous qui est une illustration des thématiques prioritaires dans le RRN, parce qu'il y a des thématiques qui sont prioritaires et d'autres qui sont un peu transversales ou sous-jacentes. Par exemple, les sols, qui ne se retrouvent pas comme une thématique explicitement prioritaire et qu'on retrouve de ci, de là dans le règlement restauration. Voilà, donc on a les écosystèmes marins, urbains, les cours d'eau et zones humides, les pollinisateurs, les agroécosystèmes et les écosystèmes forestiers. Ce live se monte avec une méthode bien particulière, c'est qu'on a souhaité y aller brique après brique et en partant réellement des problématiques et des besoins exprimés. Donc Maud vous a parlé de cette petite plaquette d'état des lieux, mais qui a fait suite à une enquête assez complète sur laquelle il y avait environ 220 répondants. Et donc vous avez la petite photo de couverture ici. Ça nous a posé un petit peu l'état des lieux, d'où en est le réseau en matière de restauration, thématique par thématique. Ça nous a par exemple permis de voir qu'il y a une bonne partie des gestionnaires qui estiment qu'il faudrait travailler en dehors du strict périmètre réglementaire de leurs réserves, mais qui ne se sentent pas de le faire et qui ressentent des freins pour le faire, par exemple. Ensuite, on est vraiment parti des besoins exprimés par les gestionnaires et là, on s'est appuyé sur un temps fort lors du congrès. Ça devait être le 21 mai dernier. Il y a eu 8 ateliers thématiques qui ont regroupé environ 160 personnes et qui ont planché sur les besoins prioritaires, thématique par thématique, pour voilà, exprimer ce dont ils avaient besoin, quels étaient les freins qu'ils observaient, que ce soit en matière de compétences, en matière d'outils, etc. Cette matière nous sert à structurer un projet qu'on espère le plus cohérent possible et pour lequel on a pré-identifié l'outil LIFE. Alors c'est LIFE Nature et Biodiversité sur lequel on a souhaité se positionner malgré un certain nombre d'incertitudes. Vous verrez tout à l'heure un échéancier qui est très très contraint, hein, puisqu'il faut rendre la copie assez vite, malgré aussi le fait que le projet tel qu'on l'imagine rentre en partie dans les cases, mais pas totalement non plus. Donc il va peut-être y avoir des remaniements à opérer. Donc on avance avec quelques incertitudes, mais avec quand même la force d'un projet qui répond à des besoins exprimés. Cette petite illustration, juste pour vous, dans un projet européen, il y a quelques figures libres et des figures imposées, mais il faut absolument raisonner sous ce qu'on appelle un cadre logique, c'est-à-dire partir des problématiques, des besoins, comme je vous le disais, et les transformer en objectifs. Et ça, c'est une synthèse de la synthèse de ces ateliers pour dire qu'il y avait vraiment des besoins et donc des objectifs à mettre en place, à la fois sur la question des connaissances, notamment sur tout ce qui relève des fonctionnalités ou de la définition d'un état de référence, des besoins aussi en termes d'outillage, des besoins sur tout ce qui est le développement des compétences des gestionnaires, on y reviendra largement tout à l'heure,
des besoins aussi en termes d'évolution du cadre juridique et réglementaire pour lever un certain nombre de freins existants aujourd'hui, et puis des besoins aussi en termes d'approche financière de la restauration, et notamment en termes de pérennité des financements pour la phase de gestion post-restauration. Voilà à très gros traits les problématiques et les objectifs qui en découlent. Tout ça nous a permis de préstructurer une maquette. Donc là, vous avez la maquette à jour de ce projet. Et comme je vous le disais, un live, c'est une partie de figure libre et une belle partie aussi de figure imposée. Donc tout ça se décline dans ce qu'on appelle en bon français des work packages. Donc c'est des blocs d'activités. Vous en avez un V1 qui est obligatoirement consacré à la gestion technique du programme, l'organisation des copies, etc. Vous avez un autre bloc obligatoire qui concerne, là, qui est le numéro 4, la communication pardon, et la dissémination. La communication, c'est plus tourné vers le grand public et la dissémination, c'est plus tourné vers des publics cibles spécialisés, par exemple des sociaux professionnels ou des élus. Vous avez un Work Package 5 qui est aussi une figure obligatoire qui concerne la réplicabilité et la pérennité du projet. Et là, on y a mis un certain nombre d'actions. Je reviendrai sur certaines d'entre elles plus tard. C'est pour garantir en fait qu'à l'issue du projet, tout ne va pas s'évanouir et que ce projet européen pourra être réplicable vers d'autres acteurs ou vers d'autres géographies. Et puis, il y a aussi un work package obligatoire qui concerne le suivi évaluation avec notamment là, le point 6.3, des indicateurs clés qui doivent être renseignés tout au long du projet et même de 3 à 5 ans à l'issue du projet. Ça, c'est pour les work packages obligatoires et on en a proposé deux complémentaires qui sont le numéro 2. Donc là, je vais le détailler un tout petit peu plus, où il est prévu de conduire 8 à 10 projets de restauration en lien avec des thématiques prioritaires du RRN, et on y reviendra très largement, je ne m'appesantis pas dessus, de contribuer à différents référentiels, itinéraires techniques, bonnes pratiques de restauration, notamment, mais pas exclusivement, dans le cadre aujourd'hui du centre de ressources génie écologique piloté par l'OFB, et puis d'intégrer aussi plus largement la restauration dans les plans de gestion des réserves naturelles, ce qui d'ailleurs peut avoir des incidences très importantes d'un point de vue réglementaire pour pouvoir faciliter les autorisations pour permettre la mise en œuvre d'un projet de restauration. Donc on va dire que le Work Package 2, c'est vraiment celui qui est lié à la restauration des habitats de manière opérationnelle ou programmatique avec les plans de gestion. Et le Work Package 3, c'est celui qui vise à gérer les compétences et à fournir les outils nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre des projets. Donc il y a une action spécifique avec une boîte à outils, une action qui concerne la mise en place d'un dispositif de formation spécifique à la restauration et la structuration d'une unité opérationnelle restauration. Je vais y revenir dans quelques secondes. Donc, vous voyez qu'on a une maquette de projet qui est existante, qui est scalée, qui a le mérite, en fait. On a fait l'exercice avec Maude de vérifier que l'ensemble des besoins qui avaient été exprimés pendant le congrès trouvaient une résonance dans ces actions. Et à l'inverse, qu'il n'y avait pas d'action, hormis évidemment les actions de coordination technique qui répondent pas forcément à un besoin du gestionnaire, mais qui répondent aux besoins d'un programme LIFE, qu'il n'y avait pas d'action ne répondant à aucun besoin. Voilà pour l'architecture. Et je me permets d'insister sur quelques actions phares dont on va reparler après, puisque c'est elles qui font grosso modo l'objet de l'AMI qu'on vous propose. La première, on va dire que c'est l'action qui va être la plus coûteuse hein, dans le programme d'action, celle qui va peser le plus, c'est la mise en œuvre très concrète de projets de restauration en lien avec les thématiques du RRN. Les deux autres qui sont un petit peu, je trouve, novatrices, hein, alors il y a le dispositif de formation spécifique restauration, pas forcément très novateur, mais ça n'existe pas aujourd'hui et on a ressenti un vrai besoin. Et en tout cas, c'est une proposition de réponse à une vraie question qui se pose en matière de compétences.
L'autre réponse qu'on propose, qui est plus originale, plus novatrice, c'est de structurer une unité opérationnelle restauration au sein du réseau. Je m'attarde un tout petit peu dessus parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Ce terme, c'est une traduction, bonne ou mauvaise, du terme anglais de task force, c'est-à-dire un endroit où on mutualise des compétences pour pouvoir s'adresser à un problème, pour pouvoir appréhender un problème bien particulier. Donc, en l'occurrence, il s'agirait de mutualiser des compétences en matière de restauration, qui sur des questions foncières, qui sur des questions d'ingénierie de la restauration ou de dimensionnement de projets, qui sur de l'ingénierie financière, qui seraient mises au service des acteurs du réseau qui en auraient besoin dans un cadre structuré. Et le dernier point, c'est la création d'une pépinière de projets de restauration. Là aussi, assez innovant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les projets. L'idée étant de dire que les projets de restauration, les 8 à 10 qui sont au-dessus, c'est forcément des projets qui sont mûrs, parce qu'il va falloir les réaliser dans les 3 à 5 prochaines années. Mais à côté de ça, il y a un vrai besoin de partir d'idées de projets de restauration et de les structurer, de lever un certain nombre de freins, d'accompagner ces projets pour passer de l'état d'idée à l'état de projet opérationnel. D'où le nom de pépinière qui nous paraissait adapté. Voilà pour les actions phares de ce projet. Et c'est aussi sur ces actions qu'on a souhaité vous interroger et faire remonter votre intérêt dans le cadre de cette AMI. Donc, je vous propose pour aussi un petit temps sur l'échéancier, pour vous situer un petit peu la gageure, hein, aussi, vous dire à quel point on s'est lancé un peu dans une course contre la montre. On a commencé à préparer le congrès, comme je vous le disais, en avril. Il y a eu ces ateliers de co-construction. Durant le mois de juin, il y a eu toute l'analyse des acquis du congrès et puis la structuration générale et un préchiffrage. Ça aboutit à une note d'intention qui fait aujourd'hui une quinzaine de pages, qui détaille un petit peu les actions et qui fournit un premier cadrage. La concertation avec le réseau qui se fait également pour s'assurer aussi qu'on répond bien à un besoin avec cette première structuration proposée. Donc il y a un rendez-vous prévu ce vendredi en intercommission. Un temps de concertation aussi avec l'OFB qui est vraiment un acteur clé dans le dispositif et avec lequel on a, et Maud en est une des chevilles ouvrières, une convention de coopération avec l'OFB. L'AMI qui est ouverte jusqu'au 13 juillet. Ben après, dès qu'on aura les résultats de cette AMI, qu'on aura vos remontées, ben on va travailler à sélectionner les sites écoles, regarder ce que vous nous avez fait remonter et durant les mois d'été, finaliser un petit peu notre panel pour pouvoir rédiger et déposer la candidature qui doit être, j'ai mis le 21 septembre, la date limite c'est le 22. On va essayer d'éviter le dernier jour avec les serveurs qui sont engorgés. On aura des éléments de réponse en juin, positifs ou négatifs, et s'ils sont positifs, un démarrage effectif du projet en septembre 2027. Voilà pour l'échéancier général qui est lié au projet LIFE. Hein, si on utilise cet outil, c'est bien l'échéancier. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur l'AMI. Gardez bien vos questions. Vous pouvez aussi les consigner dans le chat si vous avez peur de les oublier. Donc cet appel à manifestation d'intérêt, il faut le prendre au sens strict du terme, hein. On voulait avoir votre intérêt, on voulait détecter des besoins concrets en matière de financement pour des opérations que vous avez sur des sites pilotes qui sont mûrs et pour lesquels vous avez vraiment un besoin de cofinancement, mais aussi des besoins en termes de mise en pépinière de projets ou de formation, et puis détecter des contributions potentielles à certaines actions. Notamment, dans le projet, je ne l'ai pas trop détaillé, mais on cherche à établir un peu de retour d'expérience qui faisait aussi l'objet d'une demande. Et ben, on veut un peu calibrer, regarder combien de retours d'expérience on peut avoir, est-ce qu'il y a une diversité ou pas au sein du réseau.
Et puis pour notre unité opérationnelle aussi, on a besoin de détecter à travers cet AMI s'il y a déjà des compétences qui sont repérées au sein du réseau et qui pourraient faire l'objet d'une mutualisation dans des conditions qui seront à définir. Première précision importante à ce point, si vous souhaitez répondre à l'AMI mais que vous vous dites, moi je suis centré sur un point, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Vous cochez non, non, non pour les questions qui ne vous intéressent pas. Si vous n'êtes pas, il y a on va dire cinq grands blocs. N'ayez aucun scrupule à ne pas souhaiter répondre à l'ensemble des éléments, à part les questions qui relèvent de votre bonne identification pour pouvoir vous recontacter. Aucune autre question n'est obligatoire. L'AMI, donc, elle se structure suivant les projets dont je vous parlais, hein, les actions, donc les sites écoles, la pépinière, les retours d'expérience, le dispositif de formation et cette fameuse unité opérationnelle. D'où ces cinq grands blocs et on va les passer un par un pour voir ce qui est attendu et apporter un peu plus de précision sur les sites écoles et notamment sur les critères de sélection qu'on va avoir pour ces sites écoles. Donc les sites écoles, comme je vous le disais, pour pouvoir être éligible à un LIFE, pour pouvoir être mis en œuvre dans les délais suffisants, il faut que le projet soit suffisamment mûr. Voilà, si vous souhaitez renseigner cette partie de l'AMI, il faut que vous ayez un projet bien en tête avec lequel sans être forcément totalement au niveau d'une étude projet, mais que les idées soient claires, que les modalités de restauration soient globalement bien identifiées. On ne peut pas à ce stade se contenter d'une idée de projet, ça, on le verra un petit peu plus tard. Voilà. De la même manière, si vous devez acquérir l'ensemble du foncier et qu'il y a 150 parcelles à acquérir, on se doute bien que de ce point de vue, action foncière, ça sera certainement pas mûr pour être déployé et achevé à horizon 2030. Un autre critère, ce sera évidemment le gain écologique qui sera associé à la restauration. On essaye de maximiser ce gain écologique. La bonne prise en compte des fonctionnalités qui fait vraiment l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la convention cadre entre l'OFB et RNF. Le niveau d'ancrage territorial du projet, tout ce qui relève de la concertation avec les différents acteurs locaux. S'il comporte un caractère innovant ou expérimental, ça peut être dans la concertation que je viens d'évoquer, mais aussi sur des modalités techniques de restauration. Évidemment, s'agissant d'un projet européen, on s'attend à ce qu'il soit situé dans un périmètre Natura 2000 ou qu'il soit dans le périmètre fonctionnel d'un site Natura 2000, c'est-à-dire qu'il y ait un effet immédiat sur un site Natura 2000. C'est pas 100% obligatoire, mais il faudra qu'il y ait une majorité de projets qui rentrent dans ce cadre. Et puis, c'est pareil, il y aura un plus, un bonus si on est en présence d'habitats d'intérêt communautaire. Ça, c'est à l'échelle d'un site. C'est des critères qui vont nous permettre de choisir un site par rapport à un autre. Par contre, on a aussi défini un certain nombre de critères à l'échelle du panel de sites écoles, puisque une des originalités de notre projet, c'est qu'on souhaite aborder les différentes thématiques du RRN. Donc ces thématiques, je vous les disais tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne les agroécosystèmes, les pollinisateurs, les écosystèmes littoraux et marins, les écosystèmes forestiers, et puis les écosystèmes urbains et périurbains. On aimerait qu'il y ait au moins deux projets qui soient réalisés dans le périmètre de fonctionnalité des réserves, c'est-à-dire qui sortent un peu du périmètre réglementaire strict, mais qui viennent par exemple lever un certain nombre de pressions qui agissent sur le périmètre réglementaire. On aimerait aussi avoir une diversité des gestionnaires, hein, puisqu'on voudrait finalement que ce projet soit représentatif des diversités au sein du réseau. Une diversité aussi au niveau des modalités de restauration, et notamment des deux grandes modalités, on va dire celles qui feront appel à du génie écologique avec des travaux de restauration, et puis d'autres
qui peuvent être plus sur de la levée de pression, qu'on appelle plus de la restauration passive, qui peut être par exemple de la mise en défense ou de la gestion de la fréquentation, par exemple. Voilà, donc ça, c'est cette diversité à laquelle on sera attentive. On aimerait aussi qu'il y ait des projets ultramarins dans notre panel et si possible aussi un projet qui apporte une dynamique transfrontalière. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de contraintes. Ça, c'est ce qu'on souhaite au départ. Après, c'est la réalité des projets qui nous remonteront, qui feront aussi un peu qui seront un peu le juge de paix. Pour ce qui est de la dynamique transfrontalière et des projets ultramarins, outre l'intérêt qu'il y a pour le réseau, c'est aussi des éléments qui sont susceptibles d'amener une bonification dans le cadre de l'évaluation des projets LIFE. Voilà pour ces 6 écoles. Donc, l'idée, si je me résume, c'est des projets qui sont globalement assez mûrs, pour lesquels vous avez déjà quelque chose d'assez structuré, qui sont réalisables sous 3, 4, maximum 5 ans, et puis avec un gain écologique maximal. Je ne reviens pas sur tout ce qui est écrit. Pour la pépinière de projet, c'est tout le contraire. On ne veut pas de projet qui soit mûr, déjà bien ficelé. Le but, c'est d'avoir plutôt un potentiel de restauration. Donc, il faut qu'il y ait un problème avec des écosystèmes dégradés et une volonté de s'engager dans cette démarche à laquelle on apportera une réponse sous forme d'expertise ponctuelle ou de compagnonnage selon un peu les besoins que vous aurez. Donc là, les critères de sélection seront plus simples, hein. C'est à la fois la diversité des projets et puis le nombre de projets qui pourront être accompagnés en fonction de la surface financière du projet et de la capacité d'accompagnement qui en découlera. Voilà pour la pépinière de projet. Donc ça, vraiment, ça concerne des velléités, des volontés de mettre en place un projet, mais qui sont au stade aujourd'hui, à ce jour, au stade d'idée. Ensuite, les retours d'expérience. Alors là, ça part évidemment de votre souhait, de votre volonté de partager des expériences de projets de restauration sur des projets passés pour vous ou qui sont en cours actuellement, mais sur lesquels, sur la période 2027-2030, vous seriez à même de partager de l'expérience. Évidemment, dans le cadre du live, il y aura des moyens dédiés pour construire ces retours d'expérience. Et nous, on l'a proposé dans cette AMI parce qu'on a besoin aussi d'estimer le nombre de retours d'expérience qui est possible pour pouvoir amener une fourchette un peu cohérente. Si on propose 30 retours d'expérience à organiser d'ici 2030, alors qu'on a 5 retours dans l'enquête, on verra qu'on risque d'avoir quelques difficultés à honorer nos engagements et nos objectifs. Pour la formation, donc il y a dans cette AMI des questions relatives à la formation. Là, la question est un peu double aussi. Donc déjà, la formation, c'est une réponse possible à la question, à la problématique des compétences, qui était vraiment très forte dans les ateliers, hein. C'est-à-dire, on manque de compétences financières, foncières, etc. Et donc, on s'est dit, première réponse, un dispositif de formation, sans doute modulaire, qui permettra de construire des parcours de formation permettant de monter en compétences dans le domaine de la restauration. Donc là, ce qu'on cherche à identifier, c'est si un tel dispositif pour vous a de l'intérêt et si vous seriez susceptible de le mobiliser, ça c'est oui ou non. Et puis, si vous avez aussi des besoins de formation un peu spécifiques sur telle ou telle euh, problématiques particulières, si ça concerne plus, par exemple, les questions foncières, plus les questions financières ou quelque chose de très spécifique. C'est pour ça aussi qu'on a laissé des champs libres et qu'on ne vous a pas proposé des menus déroulants. C'est pas pour vous embêter, c'est que des fois, vous pouvez avoir un besoin bien ciblé en disant, moi, j'ai besoin, par exemple, de savoir dimensionner, cuber un programme qui va être, par exemple, de restauration d'une tourbière. Et puis pour finir, la fameuse unité opérationnelle restauration, donc je vous rappelle, hein, c'est une sorte de task force en anglais ou d'unité mutualisée.
Donc là, de la même manière, on a bien détecté le besoin de renforcer les compétences, mais on veut savoir si pour vous, c'est une réponse adaptée, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'avoir des réponses ponctuelles amenées par des experts du réseau ou de manière un peu plus large, une forme de compagnonnage qui soit fait pour vos projets de restauration. Au passage, vous avez bien compris que cette unité opérationnelle serait mise à contribution dans le cadre de la pépinière de projet, puisqu'elle serait une forme de source d'expertise pour cette pépinière. Et là, on a aussi souhaité vous demander si vous aviez au sein de vos réserves des compétences mutualisables au sein du réseau pour commencer à détecter où se logent ces différentes compétences. Et on a souhaité le faire, même si à ce jour, on n'est pas en mesure de vous dire strictement la manière dont ces compétences vont être mutualisables, quel sera le montant de la prise en charge et de quelle manière ça passera. Tout ça, on est en train de le monter, et on souhaitait déjà détecter s'il y avait des compétences mutualisables. Voilà pour cette première partie. On a à peu près tenu les délais sur cette première demi-heure pour vous présenter à la fois le projet et l'appel à manifestation d'intérêt. Et donc, je vous propose maintenant de passer à une phase de questions-réponses. Je vous suggère pour ça, si vous en êtes d'accord, de lever la main et vraiment ne vous manifester par oral que si je vous abandonne dans votre coin et que je ne vois pas votre main levée. Alors, je vois que Philippe a levé la main. Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Super. Pour la réponse, pour pouvoir manifester son intérêt, quelles que soient les rubriques ou les thématiques pour lesquelles on souhaite le faire, j'ai pas bien compris si on avait un formulaire à remplir ou si c'était libre, justement, pour qu'on ne se soit pas fléché, etc. Comment répondre? Alors, toutes mes excuses, la, je remets la présentation parce que j'avais une dernière diapo et Maud me regardait avec un œil sévère, Au euh, moins. voire menaçant. Pour répondre, en fait, il y a une consultation, un formulaire en ligne qui a été adressé via le Flash Info à l'ensemble des gestionnaires, sauf erreur de ma part. Donc, si vous ne recevez pas Flash Info, il faut, enfin, n'hésitez pas à le demander. Sinon, on peut vous envoyer cette présentation à l'issue pour autant qu'on prenne bien vos coordonnées. Donc, c'est bien via un formulaire et la date limite du 13, je tiens à préciser que c'est une date qui est évidemment très proche. Vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. Par contre, vous dire que on n'est pas sur un AMI dans lequel il faut amener un projet qui soit tout ficelé, comme si vous candidatiez dans le cadre d'un, par exemple, d'un appel à projet pour un atlas de la biodiversité communale ou autre. Là, on cherche à repérer, donc c'est assez simple à remplir. Vous pouvez mettre vraiment manifester votre intérêt sans avoir quelque chose de complètement rempli à ce stade. Donc, ça veut dire que ce sont essentiellement des éléments qualitatifs et vous n'avez pas besoin à ce stade d'éléments budgétaires. C'est ça. La seule chose, c'est que pour les sites écoles, il faudra quelques éléments budgétaires. Ils peuvent être à la louche aujourd'hui, mais ces sites qui sont nécessairement un peu arrivés à maturité pour pouvoir être réalisés dans les 3 à 5 ans, là, on demande quelques éléments budgétaires, tout simplement aussi parce qu'il faudra qu'on calibre l'enveloppe. Et pour compléter la réponse, j'ai vu que Angélique, merci beaucoup de l'avoir fait, a remis le lien de l'enquête dans le chat du Zoom, donc n'hésitez pas à la copier. Et je vais y ajouter aussi nos adresses mail avec Régis pour si jamais vous avez des questions à l'issue de ce webinaire et également pour vous manifester si vous n'aviez pas reçu le flash info pour qu'on puisse l'intégrer et vous le transmettre tel quel. Voilà. Merci Maud pour le complément. Alors j'ai vu dans l'ordre Jérémia et Christine. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Je me demandais où est-ce qu'on pouvait trouver les cibles prioritaires
pour ce qui relève des projets de restauration? Alors, il y a deux choses. Il y a les cibles prioritaires du RRN. Le petit schéma que je vous ai montré, en fait, est issu il y a une présentation assez complète du RRN et assez simplifiée sur le site de l'OFB. Si vous le souhaitez, je peux aller. Je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas encore en ligne. Je regarde rapidement. Euh, je l'ai, je Je l'ai viens de vous avec le mettre. moi. Je viens de le mettre dans le chat. Ah, super. Eh ben, je suis pas assez rapide. Ou vous Merci. l'êtes plus que moi en tout cas. Donc effectivement, je trouve que c'est très pédagogique ce qui a été fait. Et puis sinon, vous les retrouvez globalement. Je vous incite aussi à relire la petite plaquette qui a été distribuée lors du congrès et qui reprend aussi et qui montre aussi où en est le réseau par rapport à chacune de ces thématiques. Christine? Bonjour. Oui, alors moi j'avais en tête un site et j'attendais de voir un peu cette réunion avant de répondre à l'enquête parce que j'avais quelques questions. On a un site, nous, qui, je pense, pourrait cocher beaucoup de cases par rapport aux critères que vous avez présentés sur les sites écoles, qui est à un stade d'avancement qui pourrait coller aussi parfaitement avec le calendrier. Mais nous, nos besoins, ils sont pas tant sur les aspects de compétences opérationnelles techniques, c'est-à-dire qu'on est sur des tourbières, des cours d'eau. On- Évidemment, ça serait évidemment un plus de profiter de cette dynamique-là, mais on a des réseaux, il y a déjà pas mal de retours d'expérience et d'experts mobilisables en fait sur ces sujets-là. En termes de financement, c'est pareil, ça serait beaucoup plus pratique si on était partenaire bénéficiaire d'un projet, mais on n'est pas sans ressources et je pense qu'on arriverait à le financer. Par contre, là où c'est beaucoup plus compliqué pour nous, c'est les questions qui sont plutôt liées à l'ancrage territorial de la réserve et à l'acceptabilité de ce type d'intervention qui consiste au final à revenir en arrière par rapport à des aménagements qui avaient tout leur sens à une certaine époque et qui sont encore des démarches qui viennent heurter la perception locale de la façon dont on doit gérer l'eau, les zones humides, les rivières. Et bien qu'on soit en totale maîtrise du foncier, sur presque tout, en fait, on n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on veut chez nous parce il y a un vrai problème d'acceptation. Et nous, c'est plutôt un volet sociologique en fait qui nous serait utile. C'est pas de la concertation qu'il faut qu'on fasse, c'est il faut vraiment qu'on fasse de la co-construction, quoi. Il faut qu'on fasse participer les riverains, les habitants, différentes parties prenantes à la co-décision, en fait. Pas sur des choix techniques, mais sur des finalités, des objectifs, sur des postures. Et c'est un projet là qui est un peu un des premiers qui va sortir sur la réserve et on va être confronté à ça partout, et y compris à des endroits où on maîtrise pas le foncier pour le coup, et y compris à des endroits où il faudra qu'on le fasse à l'extérieur de la réserve parce que la zone d'influence est faite comme ça. Et du coup, pour nous, c'est un peu le baptême du feu et on n'a pas vraiment ces compétences-là en interne. Donc je sais pas trop si du coup c'est un site école tel que vous l'entendiez dans ce projet-là ou si c'est plutôt quelque chose qui sera à intégrer à du retour d'expérience, parce qu'il y a peut-être d'autres qui ont fait ça ailleurs ou qui ont beaucoup avancé sur ces questions-là. En tout cas, on est un peu à cheval sur des approches sociologiques et philosophiques qui peuvent être un peu fondatrices si on se rate là. En fait, enfin voilà, on se rate pour plusieurs années à venir, quoi. Donc il y a cette difficulté-là, nous, à laquelle on est confronté, pour lesquelles un réseau serait un vrai soutien. Il y a une autre approche qui est liée à la présence d'espèces protégées, d'espèces patrimoniales qui finalement des habitats de substitution dans des habitats dégradés aménagés. Et on rencontre souvent des oppositions, des contradictions entre gestionnaires qui visent la fonctionnalité et experts de certaines espèces. Et donc là, nous, on s'est mis un énorme enjeu sur le phasage du chantier. On cherche à phaser les opérations de manière à faire la démonstration qu'on est capable de tenir compte des populations d'espèces patrimoniales et de faire en sorte que le phasage avance de façon voilà, cohérente avec le maintien des populations. Et ça, c'est pareil, on a du mal un peu à retrouver du retour d'expérience sur ces approches-là. Et puis la troisième dimension, c'est l'aspect bilan carbone et low-tech. Donc on se donne aussi un objectif
d'intervenir avec le moins d'énergie fossile, le moins d'artificialisation. Enfin voilà, et donc on essaie de réfléchir à des solutions qui sont en train d'émerger là actuellement, mais pour lesquelles on n'a pas encore des retours de très long terme en fait sur ces approches-là, quoi. Donc du coup, voilà, je voulais vous présenter un peu ça pour savoir ce que vous en pensez. C'est pas tant sur l'aspect technique et financier que nous on est intéressés pour être enfin voilà, intégré à la réflexion, c'est plutôt sur des choses qui sont plus compliquées, je trouve, à mobiliser pour des gestionnaires de réserve. Alors, ben il y a beaucoup de choses effectivement par rapport au life et aux sites écoles. Donc, les sites écoles, c'est ceux sur lesquels, pardon, on souhaite apporter un cofinancement via le life qui soit intégré. Et c'est vrai que si quelque part il n'y a pas du tout de besoin de cofinancement, ce sera pas tellement dans j'allais dire dans cette case que peut rentrer le projet, tout simplement parce que d'autres vont avoir des besoins de cofinancement. Sur la réponse, elle a été soulevée lors des ateliers du Congrès, hein, sur ces questions d'ancrage territorial, de préparation, de dialogue avec les riverains, de modalités, y compris d'ailleurs de phasage, avec des phases expérimentales où on teste. Et ça, alors, ce que j'allais dire, c'est que oui, il y aura une réponse dans le cadre du projet qui peut être apportée, soit par de l'expertise dans ce domaine qui aura été vue et une forme de compagnonnage. C'est typiquement l'unité opérationnelle, ce à quoi elle peut apporter des réponses ou des retours d'expérience. Ce que je crains en vous entendant, c'est que le temps que tout ça se structure, on va être courant 2028, hein, pour pas se mentir, puisque le projet démarrerait en 2027, fin 2027. Ça veut dire qu'on serait capable de répondre à votre besoin de manière opérationnelle dans le cadre du projet courant 2028. Et le troisième niveau de réponse que je peux vous apporter, c'est juste de vous dire que j'ai été confronté à ce type de projet dans le cadre de restauration de 60 hectares de tourbières et que je vous invite, j'ai subi euh, vraiment tout ce que vous décrivez et que j'en échangerai volontiers avec vous parce que j'ai vraiment de l'expérience à partager sur ce point. Donc, ce sera bien volontiers si ça vous intéresse. Je sais pas, Maud, si tu souhaitais apporter un élément complémentaire. Non, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Et avec Christine, j'ai bien noté l'absence de retour d'expérience que tu pouvais avoir sur cette thématique-là. Et je pense que c'est là aussi que vient trouver l'intérêt de ce qu'on est en train de monter à échelle réseau, de pouvoir répondre là où il y a des manques. Et tous les éléments que tu as apportés étaient assez complets. Donc si jamais, je trouve que ce serait très chouette que tu puisses répondre à cette AMI pour pouvoir identifier vraiment ce cas précis et pouvoir continuer à le suivre dans tous les cas, voir vers où on se dirige avec ce manque-là. Voilà. Mais sinon, je te rejoins sur tes réponses, Régis, sans souci. Il y avait une question dans le chat, j'en profite, Régis, que je me permets de relayer. Pour la pépinière de projet, on peut avoir plusieurs projets par réserve. Donc, Angélique, je me permets de répondre à ta question. Faut-il remplir un formulaire par projet? Le plus important pour nous, c'est que ce soit lisible. Donc, si c'est au sein d'une même réserve, il me semble que ça doit être possible de pouvoir répondre avec plusieurs descriptions dans les cases à mener. Le plus facile pour nous à traiter derrière, effectivement, c'est qu'il y ait un formulaire par projet qui est envisagé. Mais si la matière est apportée, pour nous, c'est le plus important. Donc, si jamais tu trouves de quoi répondre et classer de façon assez structurée dans le questionnaire les projets au sein d'une même réserve de la pépinière, il y aura aucun souci pour ça. Carole a levé la main. Ouais, moi c'est juste une réaction avec ce qui vient d'être dit et puis ce qu'Angélique a mentionné aussi dans le chat. Bah, on sait très bien que sur les questions de restauration, la partie socio-éco du problème était sans doute fondamentale.
Et donc ces questions justement de conflit d'usage, de participation citoyenne, de réseau d'acteurs, etc., de construction de compromis qu'on peut avoir dans ces démarches de restauration. Est-ce que c'est à travers un site pilote que cette partie un peu SHS, elle est testée ou expérimentée, ou est-ce que ça rentre dans d'autres lignes? Ça pourrait rentrer dans effectivement des retours d'expérience, mais on pourrait être aussi proactif sur ces questions-là et de dire que il y a besoin, on le sait, pour que ça se passe bien, en fait, d'aller plus loin dans ces questions-là. Et du coup, est-ce qu'on propose aussi quelque chose, je sais pas, je crois que je vois qu'Arnaud, Colin est aussi connecté, enfin, dans la mouvance aussi de ces questions de psychologie environnementale, etc. Enfin, en tout cas, il y a sans doute des choses à défricher, à proposer sur la question de la restauration. Comme on a pu le faire aussi dans Nature Adapt, où on avait une équipe en sociaux qui accompagnait le projet et qui évaluait en fait les passages à l'acte, les démarches, etc. Voilà, c'est une réflexion, j'ai pas, voilà, c'est une réflexion un peu générale. Alors, je me permets juste de rebondir par rapport à ce que tu as mentionné Nature Adapt. Ça me permet d'aborder, parce que beaucoup de personnes connaissent ce projet. Et, euh, et il y a une modalité qui vient de changer cette année dans Life, qui est bien regrettable, c'est qu'on n'a plus la possibilité, on n'a plus le loisir de proposer en fait des formats AMI en cours de projet. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des bénéficiaires soient identifiés dès le départ. Donc toute la dynamique qui s'appuyait sur des sites pilotes trouvés en cours de route avec des appels lancés, ben malheureusement, ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, beaucoup de gens s'en sont pas rendus compte. Il y a des propositions qui se basent sur cette possibilité, et c'est, j'allais dire, le seul gros changement qu'il y a dans l'appel à projet 2026 par rapport au projet, à l'appel à projet 2025. Sur, euh, sur la réponse, effectivement, aux besoins en termes de sciences économiques et sociales et d'accompagnement, aujourd'hui, dans le rédactionnel, on a quand même quelque chose qui a été mentionné. Mais c'est vrai que c'était au niveau de la pépinière, principalement, qu'on le voyait. C'était un accompagnement spécifique sur ce point, avec y compris tout ce que vous connaissez parfaitement aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité à présenter les programmes avec une certaine forme de mise en récit, de capacité à embarquer les personnes, à développer des programmes qui relèvent plus des aspects artistiques ou liés à une forme d'émerveillement, de donner à voir aussi le projet futur, autrement que par des hectares restaurés ou des noms d'espèces qui pourront être vus. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu. La seule chose que je confesse, c'est qu'à ce jour, ça a été prévu en s'appuyant sur des retours externes. Et ce que j'entends là, c'est peut-être qu'il serait utile dans le projet de prévoir une prestation externe spécifique sur ce point. Pourquoi je ne l'ai pas prévu? C'est simplement dans l'économie du projet. Vous savez qu'un projet Life, on est limité assez fortement d'un point de vue sous-traitance. On ne peut pas aller au-delà de 30% de sous-traitance. Ça peut être un peu augmenté quand il s'agit de projets de restauration. Mais malheureusement, si on vise à mettre en place un réseau de sites écoles, ça va absorber une grosse partie de la sous-traitance. Donc, je comptais un petit peu sur de l'identification de compétences en interne qui serait mutualisée, déployée. On peut tout à fait envisager, y compris à l'issue de cette AMI, d'intégrer une prestation mutualisée au profit notamment de la pépinière en accompagnement sur ce volet. Oui, dans la continuité, juste Régis, de ce que tu dis, effectivement, je pense qu'on parle aussi de retour d'expérience et je pense qu'ils sont assez nombreux finalement dans le réseau parce que beaucoup de gestionnaires confrontés à de la restauration sont amenés à se poser ces questions-là. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de matière qui existe, mais peut-être qu'elle est dispersée aussi, qu'elle est peut-être pas forcément mobilisable instantanément où aller trouver l'information. Donc, je pense qu'il y a un enjeu sur cet aspect-là, au-delà de la pépinière, voir comment justement mutualiser cette information et ces connaissances au sein du réseau. Philippe avait à nouveau levé la main.
Oui, question très rapide. Je vois début du projet en septembre 2027, fin en septembre 2030, c'est ça? Alors, pas Durée de, forcément. durée de 3 ans? Quelle durée pour le live? En fait, la durée, c'est 5 ans. C'est 5 ans, ok. On peut éventuellement demander une année supplémentaire un peu pour tout ce qui est les dernières dépenses à remonter, mais qui serait plutôt une année, on va dire, simplement administrative. Euh, j'ai mis 2030 pour les projets. Je vous avoue, c'est stratégique de ma part en disant si un projet, en tenant compte des petites incertitudes, des glissements de calendrier, si on veut en tirer des retours d'expérience derrière, pour moi, les sites écoles, il faut pas viser des projets qui vont finir au-delà de 2030 en version initiale. C'est pour ça que je mettais ça dans les sites écoles. Par contre, le projet, ce serait 2027-2032 pour l'ensemble du projet. Ok, mais alors ces rétex ne seraient basés que sur les projets, que sur les 8 à 10 projets? Hmm, Non, 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 très non. Il bien. y aurait d'autres rétex, y compris des rétex indépendants qui pourraient se faire dans les premières années du projet. Par Oui, contre, les 8 à 10 projets feraient l'objet de rétex. oui, de manière obligatoire. Mais ça veut dire que, bon, nous, Tour du Vala, on a une grosse expérience en matière de restauration de zones humides méditerranéennes. Et donc, on a déjà plein de choses qu'on pourrait déjà valoriser dans ce cadre-là. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un point sur lequel on pourrait manifester de l'intérêt. Et l'autre question que j'avais, c'était par rapport aux besoins de formation. Euh, si je relis bien votre diapo, c'était vous exprimez le fait, enfin pouvoir détecter s'il y a des acteurs qui ont des besoins en formation. Est-ce que vous attendez aussi d'avoir des formateurs? Et donc par rapport à ce retour d'expérience en matière de restauration de l'huile méditerranéenne, qu'on puisse contribuer afin de former les gens, pouvoir diffuser de la connaissance sur les parcours techniques, sur les résultats, ce qui fonctionne pas en la matière. Oui, alors c'est tout à fait le cas. C'était pour pas redemander deux fois les compétences. Il me semble qu'on les a demandées uniquement dans l'unité opérationnelle restauration, en disant que si elles pouvaient être mutualisées pour de l'expertise, pour du compagnonnage, elles pourraient l'être aussi dans le cadre de la formation. Donc il y a un champ pour faire remonter des compétences que vous souhaiteriez et que vous auriez la possibilité de mutualiser, mais ça se situera plutôt dans le questionnaire hein, de l'AMI au niveau, si ma mémoire est bonne, Maud, de la question relative à l'unité opérationnelle, restauration. D'accord. Donc oui, Exactement. on cherche bien, c'est pour ça que c'est un peu ambivalent et qu'on souhaitait faire ce webinaire. On cherche à la fois à proposer de l'offre, mais on souhaite aussi faire remonter des compétences pour gagner du temps, pas vous ressolliciter 1000 fois par la suite. Donc si vous avez des compétences formatives, n'hésitez pas à les faire remonter. C'est noté, merci. Alors j'ai vu Adrien qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci. Alors en fait, Philippe a à peu près posé la question que je voulais poser sur la formation. Donc j'ai bien compris que là, vous identifiez les besoins et en même temps les potentiels formateurs. Et juste, tu peux préciser si les formateurs seraient des partenaires du projet ou ce seraient des prestataires que vous rechercheriez, sachant que tu viens de dire que ce sera limité en termes de prestataires. Donc j'imagine plutôt que c'est partenaires. Alors, j'ai prévu les deux dans la Les maquette en deux. disant que s'il y avait des compétences externes à aller rechercher, ce serait le cas. Donc, j'ai vraiment prévu les deux avec à peu près deux tiers, un tiers en deux tiers internes et un tiers extérieur. Et évidemment, des modalités de financement des internes aussi. Hein. Il ne s'agit pas de ne pas rémunérer les intervenants qui appartiendraient au réseau. D'accord. En tout cas, Bon, en pas tout cas, rémunérer les structures auxquelles elles sont rattachées. Ils sont oui. rattachés. Bon, en tout cas, oui, nous aussi à l'LPO, on va répondre et on aura un certain nombre de choses à proposer. Donc, on est en train d'en discuter entre collègues pour faire une proposition LPO France. Super, merci beaucoup. Merci Adrien. J'ai vu aussi la main de Mélina levée. Oui, bonjour à tous. Moi, du coup, je travaille à l'OFB, à l'animation du réseau des réserves gérées ou co-gérées par l'OFB. Donc, j'essaye de motiver mes collègues gestionnaires de RNN sur cette AMI dans l'idée d'avoir un gestionnaire, enfin une réserve gérée ou co-gérée par l'OFB dans cette AMI. J'avais une question d'ordre plutôt administratif qu'on m'a posée.
Pour les structures qui seraient donc sites écoles, je voudrais savoir sous quel statut ils seraient dans le live parce que, alors je suis pas experte, mais on m'a parlé de bénéficiaires associés ou de partenaires associés. Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet? Oui, bien. C'est une excellente question et je me rends compte que j'ai répondu que partiellement aussi sur ce point à Adrien, donc c'est l'occasion de faire un point là-dessus. La différence, vous avez trois types spécifiques là-dessus, les bénéficiaires associés, les partenaires associés et les entités affiliées. Les partenaires associés, je les évacue tout de suite. En fait, c'est des partenaires. Alors, il y aura certainement des partenaires associés dans le projet, mais c'est des partenaires qui, quelque part, avec lesquels il n'y a pas de flux financier. Ils soutiennent le projet, ça s'inscrit dans leurs objectifs, mais ils ne reçoivent, ils ne perçoivent aucune partie de la subvention. Pour ceux qui en perçoivent, vous avez deux possibilités. Soit c'est des bénéficiaires associés, où là, on va dire que c'est réservé à ceux qui reçoivent une partie substantielle de la dotation. Donc là, on va être très clairement plutôt sur les porteurs des sites écoles. Hein, les gestionnaires des sites écoles faisant l'objet d'une restauration, c'est bien eux qu'on va venir chercher en tant que bénéficiaires associés. Pour tout ce qui est financement derrière de la formation, de l'unité opérationnelle restauration, sur lesquels on risque d'être sur des flux plus petits, on va aller sur le système d'entités affiliées qui est mobilisable quand il s'agit d'entités qui font partie soit d'une même structure, par exemple je sais pas, une fédération, soit qui font partie d'un même réseau. Donc là c'est bien le cas. On peut mobiliser ce statut d'entité affiliée, mais ce qui fait la différence entre les deux, et ça je l'ai vérifié il y a quelques jours avec le ministère, c'est vraiment j'allais dire le niveau budgétaire de la contribution qui est reçue. Ok, c'est très clair, merci. Alors je vois une question de Philippe. Oui, si personne n'a de questions, j'en profite. On parlait tout à l'heure d'outillage en termes de restauration. Est-ce qu'on parlait uniquement de parcours technique ou est-ce que ça peut aussi concerner tout ce qui est levée de fonds, etc. Alors, je vais peut-être remettre ici la diapo qui était un petit peu fastidieuse. Donc, J'avais noté gros besoin en termes de définition des états de référence et pour ce qui concerne l'outillage. Mais j'ai peut-être pas alors j'y tout compris. reviens. En fait, voilà, ça c'est la maquette aujourd'hui du projet, telle qu'elle est à ce jour, hein. Rien n'indique qu'elle bougera pas un petit peu encore. Mais vous voyez que dans les questions, par exemple, de réplicabilité et de pérennité, il peut y avoir des choses qui relèvent d'une boîte à outils. Ou par exemple, toute la boîte à outils des indicateurs, on va mettre le contenu dans le Work Package lié au suivi-évaluation. Donc l'idée de la boîte à outils restauration, c'est vraiment, j'allais dire que c'est presque de construire le contenant et de le structurer. Pour l'instant, on a pensé à une structuration par étapes, c'est-à-dire une boîte à outils pour tout ce qui concerne la préparation d'un projet, tout ce qui est en amont. Ça nous ramène notamment aussi aux questions de dialogue territorial, de concertation amont, de sociologie. Euh, tout ce qui concerne les opérations de restauration en tant que telles, et puis la gestion et le suivi post-restauration. Donc ça, c'est la première idée de structuration à jour. Mais tout ça pour dire que ça va aussi aller rapatrier d'autres outils qui sont prévus, par exemple, dans le Work Package 5, et notamment l'idée de travailler sur des outils liés à la mobilisation des financements pour la restauration. Donc, il ne faut pas se dire que tout ce qui est prévu dans la boîte à outils sera dans ce 3.1. Ce sera plutôt là qu'elle sera structurée et que quelque part, ce sera l'action ensemblière. Mais on peut aussi avoir des boîtes à outils plutôt d'ordre réglementaire et juridique. On imagine aussi une sorte, on parlait tout à l'heure de nature adapte.
L'idée aujourd'hui serait de dire on a un NatureAdapt, il y a un super cahier technique qui permet de mettre en place toute la dynamique NatureAdapt dans la gestion. Sauf qu'aujourd'hui, la restauration est assez peu présente et on voudrait juste muscler et amener le volet restauration à la démarche et à la dynamique NatureAdapt. Donc ça, c'est un outil particulier qui serait dans le 5.6, mais qu'on ira après valoriser et rapatrier dans la boîte à outils. C'est un savant équilibre pour essayer aussi, par rapport à des work packages qui sont obligatoires, de leur donner du contenu, d'attirer aussi l'œil des examinateurs. Et de toute façon, il y a forcément un petit peu de renvoi entre certaines actions qui sont prévues. Je ne sais pas, Philippe, si ça répond pleinement à la question ou pas. Oui, ça y répond. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur l'outillage technique, savoir Ah comment, non, non, transférer une banque de graines, comment réintroduire des bestioles, etc., quoi. C'est vraiment non, non, pardon, oui, la restauration de A à Z. oui, oui, et notamment, ça, on l'a vraiment vu, tout ce qui a été évoqué sur les parties dialogue socio-économique, c'est même un gros morceau de la boîte à outils. On y voit aussi toute la question qui est liée hein, ce qu'on appelle dans le réseau la valeur ajoutée, qui peut être liée notamment au service écosystémique et comment, quelque part, les valoriser dans le dialogue vis-à-vis des partenaires. La boîte à outils, ça va être aussi comment aborder et mettre en place un périmètre fonctionnel. Voilà, donc elle sera pas du tout restrictive aux strictes questions, on va dire, techniques et d'itinéraire technique. Ok, merci. Louis a levé la main. Oui, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Oui, je remets une petite pièce dans la machine sur les SHS. J'avoue que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, où en fait, d'un point de vue technique, alors c'est super d'avoir la task force pour aller mobiliser les compétences de tout le réseau et faire avancer des projets qui naissent, notamment dans la pépinière, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les trois freins pour un projet de restauration, c'est la technique, c'est le financier, et je trouve que de plus en plus, c'est l'acceptabilité. Et c'est même une tendance qu'on a de plus en plus, et c'est bien qu'on le fasse, c'est de ne jamais squeezer la partie ancrage, acceptabilité, etc. Et est-ce que cette fameuse task force pourrait pas avoir une cellule technique et une cellule plutôt SHS, mais que ce soit vraiment décrit comme ça, avec des gens vraiment compétents, avec un panel de sites représentés. Moi, je suis en Outre-mer, je suis en Guyane, donc clairement, si je viens faire appel à cette task force, c'est pour avoir des gens aussi qui comprennent les leviers de mon territoire. Est-ce que ça pourrait pas être affiché directement comme ça et du coup monté comme ça aussi? Alors, dans la description du projet, ça fait aucun doute, puisque la task force, elle a été imaginée comme telle, c'est-à-dire vraiment pas, comme ça vient d'être dit pour tout à l'heure pour la boîte à outils, de la même manière, elle est absolument pas limitée aux questions techniques. Ni aux questions foncières. La dimension SHS, elle est présente. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que ça répond à un tel besoin que vous dites, et moi, ce que je retiens, hein, c'est que quelque part, il faudrait aussi une assistance extérieure mutualisée et pas uniquement peut-être faire appel à des expériences ou à des compétences au sein du réseau qui sont forcément basées sur l'expérience, parce que je pense que, pour le dire clairement, il n'y a pas beaucoup de sociologues qui sont embauchés dans les réserves, qui viennent donner un coup de main avec des profils spécifiques. Donc, c'est plutôt aller privilégier dans cette unité, d'y mettre aussi une partie extérieure au réseau ciblée sur les SHS. Est-ce que je me trompe en disant ça? J'ai l'impression que c'est le besoin qui s'affine et qui s'affirme depuis qu'on a démarré un peu cet échange. Et pour compléter, et juste souligner le fait que, enfin, cet aspect SHS était bien, enfin, est quelque chose qui apparaît dans le questionnaire actuellement, dans la partie unité opérationnelle restauration, avec tout ce qui concerne la concertation et la cohérence territoriale.
donc qu'on avait bien en tête à intégrer dans cette unité mutualisée. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vérifie. Ah, on a Mathilde. Ah, ça y est, je vois. Bonjour Mathilde. Mathilde Segers, donc moi je suis conservatrice de la réserve naturelle des Nouragues en Guyane française. Du coup, je vois qu'il est affiché 2 sites ultramarins dans les objectifs un petit peu du projet, en tout cas pour les sites écoles. Est-ce que vous avez déjà eu des retours un petit peu d'autres gestionnaires ultramarins sur des projets vraiment sites écoles? Et pareil, quel est l'objectif un peu plus pour les sites un peu pépinières ou quoi? Voilà, Pardon ma Mathilde, question. j'ai pas entendu la deuxième partie de la question. Il y a eu un petit bug micro sur La, la deuxième partie. la, la deuxième partie de ma question, c'était aussi de savoir un peu si vous aviez une idée des sites pépinières ou je sais plus comment vous les avez appelés. En gros, c'est quoi l'état des lieux côté outre-mer, quoi. Merci. Alors, je peux peut-être Alors, prendre la première partie de réponse, Régis. Pour le moment, on n'a pas encore eu de retour à l'AMI côté ultramarin, pour tout ce qui est site école et même pour tout ce qui est pépinière. Donc ça, c'est l'actualité. Et pour revenir sur l'état des lieux, je te laisserai compléter ensuite, Régis, sur la partie outre-mer. On a été confronté à une bonne difficulté de remontée de données à échelle nationale pour établir un état des lieux dans les Outre-mer. Et on a eu quand même une dizaine de répondants de sites ultramarins sur notre premier état des lieux. Donc, qui seront aussi des pistes, nous, à creuser si jamais on n'a pas de retour via cette AMI présentement, de revenir aussi vers les sites qui s'étaient manifestés lors de cet état des lieux, en parlant de leurs freins, en parlant des besoins qu'ils avaient. Voilà. Et je te laisse compléter, Régis, peut-être non. ouais, j'allais compléter par le complément que tu viens d'apporter à la fin. Parce que du coup, peut-être juste pour rebondir, on a quand même des problématiques qui sont très différentes de la métropole sur plein d'aspects, et notamment sur le fait que ici, enfin notamment en milieu amazonien, on n'a pas encore énormément de retours d'expérience sur de la restauration. C'est des données qu'on cherche notamment au Brésil, etc. Enfin, des biomes qui ressemblent à ce qu'on peut avoir sur le plateau des Guyanes. Et je prends typiquement l'exemple des Nouragues où nous, potentiellement, on aurait des gros besoins de restauration sur des sites qui ont été impactés notamment par l'activité extractive, qu'elle soit légale ou illégale. Et en fait, on a d'autres projets qui sont actuellement en cours et qui visent un peu à comprendre ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour restaurer des sites, donc des vallées alluviales notamment, et voir ce qu'on peut mettre en œuvre. Et en fait, typiquement, on n'est pas mûr pour déposer un projet au 17 juillet, mais potentiellement, en fait, vu comment on est cranté là sur d'autres projets, on va très possiblement y voir beaucoup plus clair sur la fin d'année et début 2027 avec des objectifs, notamment dans le plan de gestion de la réserve, euh, de viser à de la restauration, alors que ce soit par du lever de pression, c'est ce qu'on fait beaucoup en Amazonie au final, par méconnaissance en fait de pratiques de restauration. Mais on aimerait bien aussi aller sur vraiment de la technique un peu plus de génie écologique et notamment sur de la restauration de vallées alluviales. Donc, nous, on n'est pas hyper mûrs là pour le 17 juillet, mais en tout cas, on a clairement des choses dans notre besace qui pourraient être intéressants. Euh, voilà. En tout cas, moi, la l'AMI m'intéresse énormément par rapport aux actions qu'on a. Et je ne sais pas trop comment me manifester dans le cadre de l'appel. Merci à vous. Merci. Si j'osais, je dirais que ce qui est déjà important, c'est de se manifester par un bout, que ça soit
par les pépinières quand il y a des idées de projets, qu'on se dit moi je me mettrais bien en pépinière, même si mon projet aujourd'hui il est pas très. Ça permet quand même de quelque part de mettre un pied dans la porte. C'est important pour nous. Donc moi je vous engage à répondre, même si tout n'est pas clair pour le moment. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus pour nous de voir si ça résonne d'un point de vue formation, d'un point de vue unité opérationnelle. Euh, mais, euh, mais si vous répondez pas à tout dans l'AMI, c'est pas très grave non plus. Et puis toutes ces informations, enfin, sont hyper précieuses pour nous, que ce soit en termes de volonté de manifestation d'intérêt, ou en termes aussi de difficultés rencontrées, du coup spécifiques au territoire ultramarin, et en termes aussi de planification, en termes de calendrier. Donc, enfin, ouais, le plus précieux pour nous au stade où on en est aujourd'hui, c'est d'avoir ces informations-là et de pouvoir les collecter. Et du coup, merci beaucoup pour le partage. On avance ensemble, hein, comme je vous le disais, réellement on tente le coup cette année dans des délais ultra contraints. On souhaite s'inscrire. Donc on a quelque part on a besoin de vos retours et on sait que si d'aventure pour le live qu'on a retenu ça posait des difficultés, on rebondira. Le plus important c'est qu'on réponde réellement à des besoins. Est-ce que s'il n'y a plus d'autres questions, je crois que Maud vous a partagé donc les coordonnées, vous a partagé également le lien vers l'AMI pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Euh, et on est évidemment, vous pouvez revenir vers nous au besoin pour compléter s'il y a des questions qui émergent par la suite. Oui, tout à fait. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Du coup, dans la continuité de l'échange, Mathilde, enfin, ne vous bridez surtout pas dans vos réponses ou si vous avez une hésitation à répondre au questionnaire, enfin, allez-y. Le plus important pour nous, c'est de récolter l'information et vos partages. Voilà, si je peux finir là-dessus. Merci à tout le monde pour la participation. Vous étiez nombreux, et on en est vraiment ravis. Et puis pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, on attend vos contributions. Un grand merci en tout cas à tout le monde pour vous être mobilisés. Oui, merci à toutes et à tous. Et ce webinaire, du coup, sera sûrement retranscrit sur la chaîne de RNF. Il sera mis à disposition. Bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au Merci. revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir.